j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo bilan lecture. Je voulais vous la faire vendredi, mais en fait, on a eu un petit imprévu. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais le refaire lundi. Donc aujourd'hui, je vais vous faire ce petit bilan pour mes 2 premiers livres de ma palle. Donc, qui sont La fiancée gitane de Carmen Mola aux éditions Babel dans leur collection. Non, dans. Pardon, Actes Sud dans leur collection Babel Noir. Et Percival Everett James dans l'édition de l'Olivier. Voilà. Donc, je vais commencer par vous présenter donc le Carmen Mola, La fiancée gitane aux éditions Actes Sud. Nous sommes là. Alors, ce qu'il faut savoir en premier, c'est que Carmen Mola est un pseudonyme. Ce sont 3 scénaristes écrivains qui ont commencé à écrire cette. Alors, je ne sais pas si on peut appeler. Je pense qu'on peut appeler ça une trilogie avec leurs personnages récurrents. Donc, on a Jorge Diaz, Augustine Martinez et Antonio Mercero. Voilà, ce sont 3 scénaristes écrivains qui ont décidé donc d'écrire cette petite trilogie qui compte donc La fiancée gitane. Le deuxième, c'est Le réseau pourpre. Et le troisième, nous avons donc L'année du cochon. Et en tout dernier, mais qui n'a rien à voir avec cette série, nous avons La Bestia, que moi j'ai lu et que j'avais bien aimé, mais La Bestia est un roman historique. Donc, là, nous sommes dans un thriller avec un personnage qui va être récurrent, donc ça sera l'inspectrice Elena Blanco qui fait partie de la BAC, mais ce n'est pas notre BAC à nous française, c'est la BAC espagnole, vu que notre histoire se passe à Madrid en Espagne. Donc Elena Blanco va être appelée sur une scène de crime. Une jeune fille gitane, alors moitié gitane, moitié je le savais en plus, moitié gitane, moitié 4J, voilà, cherchez le mot, est retrouvée morte d'une façon très brutale. La mort de cette jeune fille va rappeler une ancienne enquête dont le coupable a été mis en prison. C'est le meurtre de la sœur de cette jeune fille retrouvée morte, qui a été tuée dans les mêmes circonstances que sa sœur. Donc on lui a percé 3 trous dans le crâne et on lui a versé des asticots, voilà, qui sont mangeurs de chair et qui lui ont dévoré une bonne partie du cerveau. Voilà. Donc, l'enquêtrice Elena Blanco va se poser la question de savoir comment est-ce que c'est possible que cette jeune fille, surtout qui est la jeune sœur de la première morte, voilà, de la première morte, a pu être tuée de la même façon qu'elle, car le coupable a été arrêté et mis en prison. Donc la question qu'on se pose, c'est bien évidemment que c'est un copycat, voilà, mais on se pose aussi une autre question, est-ce que le coupable de la première victime aurait été en contact avec une personne de l'extérieur et est-ce qu'il lui aurait est-ce qu'il lui aurait concocté un plan pour tuer la sœur de la première victime. Donc on se pose la question et on se demande donc qui a bien pu être cette personne. Donc bien évidemment Elena Blanco va aller à la prison, elle va interroger donc le coupable de la première victime pour essayer de comprendre écoutez, sa psyché et pourquoi est-ce qu'il a tué la sœur de la seconde victime, donc. Et donc bien évidemment les parents vont être prévenus qu'ils ont perdu malheureusement leur deuxième fille, donc ils sont déjà dévastés par le premier meurtre, mais là ils vont encore être
plus anéantis, vu qu'ils n'ont plus aucun enfant. Voilà, c'était leurs 2 seuls enfants. Et donc ça va être une enquête qui va être menée par cette fameuse enquêtrice qui a une équipe très solide et donc toutes les pistes vont être vont être menées. Voilà, on va interroger donc le fiancé de la victime, voilà, parce que on va apprendre que la victime était en train d'organiser son EVJF, donc son enterrement de vie de jeune fille, et que c'est en revenant chez elle qu'elle a été agressée et tuée de la même façon donc que sa sœur. Dans les mêmes circonstances, sa sœur allait se marier aussi et elle a été tuée lors de son EVJF. Enterrement de vie. Enfin bref. Voilà. Et donc voilà, donc tous les amis aussi de la victime vont être interrogés. On va interroger donc les membres de la famille, surtout que ça va être compliqué parce que comme le père est gitan et que la mère, elle, est une Kadji, donc une personne qui n'est pas d'origine gitane, voilà. C'est un mariage mixte et c'est un mariage qui n'a pas forcément été approuvé par la famille du père. Parce que entre gitans normalement on se marie voilà entre nous, ils se marient entre eux, pardon. Donc du coup ce mariage a été désapprouvé, mais comme le père était fou amoureux de sa femme, voilà, tout simplement, ils ont décidé de contourner les lois gitanes et ils ont décidé de se marier. Et ils ont eu 2 enfants et là leurs 2 enfants ont été malheureusement assassinés toutes les 2 et donc le couple, comment expliquer ça, est tout simplement au bord de la rupture. Parce que on essaye déjà qu'ils essayent de se remettre de la mort de leur aîné. Là, leur deuxième a été tué dans les mêmes circonstances que leur première fille, donc c'est vraiment une catastrophe pour eux. Voilà. Donc on va suivre l'équipe d'Elena Blanco dans toute cette affaire. Et ça a été vraiment une très belle découverte pour moi parce que je ne connaissais pas les auteurs du point de vue thriller, surtout que leur protagoniste principale, donc Elena Blanco, est une enquêtrice qui a une particularité, on va dire, c'est qu'elle boit beaucoup d'alcool, surtout de la guapa. Voilà, je ne connais pas cette boisson, mais c'est une boisson très très alcoolisée. Donc tous les soirs, elle boit de la guapa et elle chante dans alors pas dans des cabarets, mais dans des bars où il y a du karaoké. Voilà, c'est une spécialiste du karaoké. Et au fur et à mesure de l'enquête, donc on va comprendre ce qu'il s'est passé dans sa vie pour qu'elle agisse de cette façon. Voilà, on sent qu'il y a vraiment une fissure dans son parcours, surtout dans son parcours privé. Voilà, dans sa vie privée, il s'est passé un drame qui fait qu'elle a cette fissure qu'elle veut, combler. Elle veut essayer de, elle fait une recherche sur le drame qui est survenu dans sa vie. Voilà, parce qu'elle veut, elle cherche à comprendre comment est-ce que ça a pu lui arriver. Et donc on va suivre aussi donc sa vie privée autant que sa vie professionnelle, donc l'enquête en elle-même. Ça a été vraiment une belle découverte pour moi, surtout que la fin du livre nous parle du prochain livre, donc Le Réseau Pourpre. Voilà, il y a une petite connexion entre donc Elena Blanco et le tome 2 de cette trilogie. Voilà.
Et donc ça a été une belle découverte pour moi. J'ai beaucoup aimé l'enquête qui va à 100 à l'heure. On n'a pas le temps de réfléchir par rapport à tout ce qu'ils par rapport à tout ce qu'ils mettent. Voilà, les chapitres sont très très courts, la plume est très très belle. Moi, je n'ai pas remarqué que c'était voilà, que c'était 3 scénaristes, écrivains qui nous racontaient cette histoire. Ça se lit très très facilement et donc du coup, si vous ne connaissez pas ces auteurs-là et si vous ne connaissez pas ce livre, n'hésitez pas car c'est du très bon thriller bien noir. Franchement, c'est vraiment bien noir. Voilà. Donc, La fiancée gitane de Carmen Mola aux éditions donc Actes Sud dans leur collection Babel Noir. Et ensuite, donc, j'ai lu le livre de Percival Everett James aux éditions de l'Olivier qui va nous parler, qui va tout simplement revisiter l'histoire de Mark Twain, Tom Sawyer. Dans celui-là, il y a donc Jim et alors pardon, excusez-moi du nom, hein, mais j'arrive pas à le dire. Huckleberry Finn, voilà. L'auteur a décidé de prendre le personnage de Jim pour le transformer en James et on va retrouver Huck qui est un ami de Tom Sawyer, voilà. Tom Sawyer qu'on voit un tout petit peu au début de ce roman. Mais là, l'auteur a décidé de vraiment prendre le point de vue de James par rapport, pour nous raconter l'histoire de l'esclavage au temps de l'Amérique, aux prémices de la guerre de sécession. Voilà. James, lui, est un Afro-Américain esclave. Il est l'esclave de Miss Watson qui a pris en adoption donc Huck, voilà, sauf que James va apprendre de la bouche de sa femme que Madame Watson a décidé de le revendre. Ce qu'il ne veut pas, parce qu'il ne veut pas que d'être séparé de sa femme et de sa fille. Et donc il va décider de s'en aller. Voilà, il va quitter la propriété, même s'il n'a pas le droit. Voilà, mais il va quitter la propriété et il va aller se réfugier sur une île. Alors je ne me souviens plus trop du nom de l'île, mais une île qui est pas loin du Mississippi, donc du fleuve Mississippi, qui borde ce côté-là, enfin bref, qui traverse voilà, la région. Et c'est à partir de ce moment-là donc qu'il va voir Huck, qui lui-même s'est enfui de chez Madame Watson parce qu'il est au courant que son père va revenir le chercher et qu'il n'a pas du tout envie de retourner auprès de son père, qui est quelqu'un qui le maltraite, donc qui est quelqu'un qui boit et qui le frappe, tout simplement. Voilà. Et donc, comme il ne veut pas retourner avec son père, il va décider de s'enfuir aussi. Et tous les deux, donc, vont décider de partir à l'aventure, si on peut appeler ça comme ça. Voilà. Et ils vont donc, du coup, rester un petit peu sur leur île. Et puis, ils vont, au fur et à mesure de l'histoire, être aussi séparés. James, lui, va essayer de vouloir trouver un endroit relativement calme pour pouvoir chercher du travail, pour pouvoir, comment dire, avoir de l'argent tout simplement, et pouvoir récupérer donc sa femme et sa fille, pouvoir, comment on appelle ça, acheter la oui, racheter le titre de propriété de sa femme et de sa fille. Voilà. Mais comme il est esclave, ça va être compliqué pour lui. En plus, il est en fuite, donc il est recherché par le shérif. Voilà, donc ça va être compliqué pour lui. Mais au fur et à mesure de cette petite aventure, il va faire la rencontre de certaines personnes qui vont soit l'aider, soit essayer de le, comment dire,
de le rendre à sa propriétaire, voilà. Et donc ça va être à James de faire très attention à qui il rencontre et à qui il donne sa confiance. Voilà. Et c'est à partir de ça que l'on va voir que la vie n'est pas vraiment évidente, pas du tout même évidente pour les esclaves, surtout que il y a, comme je vous l'ai dit, donc la guerre de sécession qui commence tout doucement à arriver. Voilà, on en parle un petit peu, ça gronde. Les Américains, les Afro-Américains, ou non, surtout les Américains, commencent comment dire, en parler. Huck, lui, en a parlé, il en parle a commencé à l'entendre, pardon. Il va en parler à James. Et c'est à partir de ce moment-là que les choses ont un peu, voilà, comment dire, évolué par rapport à James. Et surtout, c'est l'Amérique qui va évoluer parce que il va y avoir cette guerre entre le Nord et le Sud, ce qui ne va pas être évident. Voilà, pour eux, tout simplement de choisir leur camp et puis de pouvoir s'enfuir. Ils vont être un peu pris en étau en fait à cause de cette fameuse guerre. Moi j'ai trouvé ça intéressant du point de vue de l'esclavage. En fait c'est très intéressant. Comment dire, l'auteur Percival Everett en parle très très bien. Il nous montre comment les Afro-Américains étaient traités à cette époque-là. Voilà, c'était pas une époque évidente pour eux, surtout que la guerre de sécession grondait, certes ça l'était pas encore, mais voilà, après ce qui se passe c'est pas évident pour eux, et puis comme James est en fuite, il faut qu'il fasse très attention à ne pas se faire prendre. et et ça va être compliqué pour lui de se cacher, comme il y a beaucoup d'exploitation de plantations et qu'il y a beaucoup d'esclavage, c'est compliqué. On sent bien la détresse qu'il a à essayer de vouloir refaire sa vie. Et puis surtout qu'il doit essayer qu'il veut surtout essayer de travailler pour racheter tout simplement la liberté de sa femme et de sa fille. Donc ça ne va pas du tout être facile pour lui. Ça a été une bonne lecture. Il y a eu des petites longueurs quand même, mais dans l'ensemble, moi j'ai plutôt bien aimé. Voilà. Je ne connaissais pas du tout l'histoire de James, surtout que je n'ai pas du tout lu le livre de Mark Twain qui en parle de ça, de Tom Sawyer et de Huckleberry Finn et de Jim, donc dans l'histoire, dans la vraie histoire. Mais j'ai trouvé ça quand même intéressant malgré tout, même si heureusement que je ne connaissais pas vraiment l'histoire de Jim, parce que ça m'a permis de comment dire de connaître un peu plus de choses. Pour ceux qui avaient déjà lu les aventures de Tom Sawyer, ils connaissaient déjà l'histoire de Jim et ils savaient déjà les personnes qu'il allait rencontrer dans sa vie, alors que moi qui n'ai jamais lu les aventures de Tom Sawyer, je ne connaissais pas du tout l'histoire de Jim, donc James là dans l'histoire, et ça m'a permis de connaître la vie de James et de me rendre compte de la vie des esclaves afro-américains à cette époque-là. Voilà. Donc c'est un livre que j'ai bien aimé. En plus, il est très très court. Il ne fait que un peu plus de 200 pages. 200... Alors attendez, là c'est les remerciements. 285 pages, donc c'est vraiment un petit livre. Donc si vous n'avez jamais lu les aventures de Tom Sawyer et si vous avez envie de connaître l'histoire de James de par ses yeux et d'en savoir un petit peu plus par rapport à l'esclavage des Afro-Américains aux prémices de la guerre de sécession, pardon.
n'hésitez pas à lire ce livre parce que c'est quand même une bonne petite histoire dans l'ensemble. Voilà. Donc Percival Everett James aux éditions de l'Olivier. Voilà pour ce petit bilan lecture. Comme je vous l'ai dit, je vous fais donc les deux premières lectures là de ma palle. Et vendredi, donc, je vous referai une vidéo et je vous parlerai donc des Whisper Weeks, La malédiction des dérobés de Jordan Lee. Et je vous parlerai aussi du livre de Sophie Jomain, Le vent souffle sur Little Balmoral aux éditions Charleston. Voilà, là en ce moment je suis en train donc de lire Mirage de Camilla Lagerberg et Henri Fexus, voilà, aux éditions Actes Sud dans leur collection Actes Noirs. J'ai déjà lu le livre de CS Kill Campus Driver, le tome 1 Supermad, voilà, et donc il me restera ensuite Onyx Storm à lire de Rebecca Yarros, donc c'est le tome 3 de cette trilogie. Et ensuite, je lirai donc Jenny Colgan, La bibliothèque secrète de Noël aux éditions Charleston. Voilà, donc j'espère que ce petit bilan vous aura plu, que mes prochaines lectures vous donnent envie. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, du courage pour ceux qui travaillent, de très bonnes lectures aussi. Voilà. Et je vous dis donc à vendredi, pour un nouveau bilan lecture. Bye bye.